Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de PL Club. Nous allons préparer ensemble la 35e journée de Première Ligue. Nous sommes lancés à toute vitesse dans la dernière ligne droite de ce championnat incroyable. Chaque match devient important dans la course au titre, dans la course à l'Europe, même dans le maintien, et plus aucun club finalement on a le droit à l'erreur. Salut Jean-François. Salut Serge. Salut Bruno. Attention au dernier virage. Attention au dérapage incontrôlé. Effectivement, oui. Ça va être très tendu et on va en parler évidemment tout au long de l'émission, en compagnie aussi de Christian, qui nous fait le plaisir d'être là, le représentant de Vision du Jeu. Après toutes ces émissions, toutes ces saisons, tous ces buts analysés, tous ces buts encaissés, oui, mais encodés surtout par Christian. Et il est toujours là. Salut Christian. Oui, bonsoir messieurs. C'était une semaine, c'est une semaine très chargée avec ce midweek, mais voilà, on est là et on sera encore là jusque dimanche soir. Et oui, parce qu'il y avait des rencontres de Missman, des rencontres qui avaient été retardées à cause de la Coupe notamment. Et on vous a concocté tous les buts de ces rencontres. Ça a commencé mardi soir du côté d'Arsenal en véritable démonstration face à Chelsea, alors que Chelsea restait quand même sur une série de 8 matchs sans défaite, sauf la Cup évidemment. Et Trossard joue et marque en ce moment, même s'il est un peu aidé là par Petrovic. Ensuite, une équipe de Chelsea très très amorphe pour avoir suivi la rencontre. J'ai trouvé que ça ne se donne pas beaucoup, alors qu'en face, évidemment, et Havertz, avec une joie, j'allais dire mesurée, mais en tant qu'ancien Blues, il a fêté ça. Doublé pour Havertz. Et de belle manière. Ça lui fait 11 buts au total, c'est beau. Saka restant toujours le meilleur buteur de l'équipe. Avec des stats offensives en 2024 exceptionnelles quand même pour Arsenal. On va en reparler parce qu'on discutera évidemment de cette rencontre entre Tottenham et Arsenal. Autre match, c'était un match de milieu de tableau. Victoire de Bournemouth du côté de Wolverhampton avec un but de Semenyo. C'était mercredi soir. On enchaîne avec un Crystal Palace qui devient absolument inarrêtable, intenable. Avec de nouveau Mateta pour un doublé et une victoire à domicile face à Newcastle. Ça fait 3 victoires consécutives pour Palace. La victoire à Liverpool semble avoir été un déclencheur pour cette équipe, le 0-1 là-bas, réussi à Anfield. Écoutez, ça fait 9 sur 9 Exactement. Il faut en profiter. Alors, du côté de Manchester United, festival de buts. Manchester United face à la lanterne rouge. Sheffield, c'est Sheffield qui ouvre la marque en première mi-temps avec Bogle. Égalisation de Maguire juste avant la mi-temps. Mais attention, Sheffield va reprendre l'avantage en seconde période avec un but de Brenton Diaz. Ouais, Manu, même combat que Chelsea, c'est-à-dire à un moment donné, on se demande comment cette saison va se terminer. Ils ont été, ils se sont qualifiés tellement difficilement pour la finale de la Cup qu'on se demande s'ils méritent vraiment leur place en finale. Oui. Et donc voilà, une saison qui restera sur le ton de ce qu'on a vu jusqu'ici. Moi, je me fais des réflexions et que Christian s'est souvent fait durant cette année aussi. C'est parfois, et on aura le constat quand on parlera de West Ham-Liverpool notamment, mais ce qui est terrible, c'est qu'on peut faire des résultats catastrophiques et toujours être dans le haut du tableau. En tout cas, ils l'ont emporté 4-2 et puis on termine avec le gros match de ce mercredi, le derby de Liverpool. Everton accueillait les Reds et franchement, ils ont fait une rencontre incroyable. Les joueurs d'Everton, les Toffees, notamment en marquant ce premier but grâce à Brentwaite. On voit des choses incroyables cette saison du côté des Reds de Liverpool. Cette équipe, toute compétition confondue, a été menée à 22 reprises. C'est immense. Et regardez ça ici, regardez ça. Alexander Arnold qui, personnellement, j'ai jamais vu ça. Un défenseur qui est derrière l'attaquant, qui est un fameux joueur de tête. Je comprends que ce n'est plus un sourire, c'est une grimace. Même si les Toffees ont tout donné, parce que ça fait partie de leur ADN, moi je trouve qu'on a une équipe très amorphe et je ne suis pas certain que tout le monde a envie d'être champion du côté des Reds cette saison. Ce qui est incroyable à dire. En tout cas, espoir de titre. Dans les attitudes, quoi. Envolé. Dans Liverpool, il y a un mois, on parlait encore d'un éventuel quadruplé après la victoire en Coupe de la Ligue. Ils sont éliminés en Cup, ils sont éliminés en Europa League par l'Atalanta. Et là, ont-ils perdu toute chance d'aller chercher le titre? Ils sont à 3 points maintenant d'Arsenal. Il y a encore Manchester City qui peut... Mais non. Ça va être une lutte avec les noyaux les plus agressifs et les plus motivés. Mais mathématiquement, on ne peut pas dire ça quand on regarde le classement. Donc, non, mais quand on voit les prestations, par contre, Liverpool, on aura l'occasion d'en parler parce qu'on va aussi parler de Liverpool dans l'analyse des matchs. Un petit mot sur Everton quand même. Première victoire face à Liverpool à domicile depuis 14 ans. C'était le dernier derby de la Mersey du côté de Goodison. On va pas réagir comme les autres médias.
médias réagit à chaque fois à une victoire et une défaite en ayant des grandes conclusions. Là, match. ça fait 2 victoires en 5 matchs. On a le juge de paix. Ça Christian. fait 2 victoires en 5 matchs. D'accord, Christian veut intervenir, vous êtes le juge de paix. On se tait, on écoute Christian, s'il vous plaît. On met un petit peu d'ordre dans la baraque. Christian, je voulais intervenir sur quelque chose d'autre, mais c'était juste pour signaler qu'on avait quand même dépassé déjà la somme totale de buts de la saison passée. Donc, on est déjà à 1092 alors qu'on était à 1084 sur l'ensemble de la saison passée. Donc, voilà, ça se joue quand même toujours au niveau des buts marqués et énormément de buts encaissés par tout le monde, en fait. Alors, justement, 1092 buts, alors qu'il reste encore 45 matchs à jouer, dont celui de ce jeudi soir entre Brighton et Manchester City. C'est incroyable, hein, c'est une saison complètement exceptionnelle, mais c'est peut-être lié aussi à la moyenne de temps additionnel. 11 minutes et 39 secondes de temps additionnel. Ça y est, le football a évolué. Oui, là, on peut dire ça comme ça. C'est un quart d'heure en plus, hein. Oui, ils ont calculé que ça ferait, si on additionne toutes les minutes additionnelles, ça fait 15 matchs en plus sur la saison. C'est pas rien, mais ça, les coachs le soulignent depuis le début de ce temps additionnel. Hein. C'est pour ça qu'on voit le gars qui rentre à 5 minutes de la fin sourire, parce qu'il se dit « Ah, je vais jouer 20 minutes ». Et évidemment, il y a beaucoup de buts qui tombent aussi encore dans le temps additionnel. Ça peut expliquer la différence. Voilà donc pour cette présentation, pour ces matchs importants. Donc la victoire d'Everton, qui a peut-être aussi assuré son maintien, il faut le dire. Oui. Avec 33 points maintenant. C'est pas mathématique. Non. Mais oui. Non, mais c'est différent. Enfin, je veux dire, j'en parlerai quand on parlera du match. Quand on parlera de Liverpool spécifiquement. Ok, justement, c'est le bon moment puisqu'on lance la bande-annonce de West Ham face à Liverpool, un match qui va débuter samedi à 13h30. Match qui va se dérouler du côté de London Stadium. West Ham n'a plus que le championnat à jouer. Ils ont donc été éliminés par le Bayer Leverkusen en Europa League. Ils sont pour le moment 8e avec 48 points et vont essayer d'aller décrocher une place européenne. Pour ça, il faudra être au moins 7e. Liverpool, de son côté, ont-ils perdu le titre ou pas, les Reds? On ne le sait pas encore, mais ils sont quand même 2e avec 74 points, 3 points de retard sur Arsenal, actuel leader. Alors, parlons quand même peut-être d'abord de cette équipe de West Ham. Décevante sur les derniers matchs. On sait que David Moyes est fort critiqué, même si il a quand même fait des résultats cette dernière saison. Ouais, mais je pense qu'il quittera cette saison-ci n'est pas bonne, cette année-ci n'est pas bonne depuis 2024 et j'en profite pour faire la remarque que je voulais faire tout à l'heure en disant ce qui est incroyable dans cette compétition en Angleterre, c'est que sur 15 matchs joués en 2024 en Première Ligue, ils en gagnent 3. Oui. Et avec ça, ils sont toujours 8e. Ils ont toujours une chance de se qualifier. Et ils ont toujours une chance de se qualifier pour la compétition européenne. Et ils ont fait un quart de finale en Europa League, ce qui est quand même pas non plus un mauvais résultat. En marquant 21 buts marqués en 15 matchs, c'est pas beaucoup, hein? Non. C'est étonnant, moi je trouve, voilà. Et ça fait écho à ce que Christian nous dit souvent par rapport même à des équipes qui luttent parfois pour la Champions League, quoi. On peut être là dans cette compétition en perdant autant de points, quoi. On va peut-être voir d'abord avec Christian cette mauvaise série pour West Ham, des résultats vraiment en dents de scie et plutôt négatifs maintenant depuis quelques semaines. Ouais, c'est le constat qu'on fait quand même depuis plusieurs saisons quand même avec eux, c'est qu'il y a des blocs où ça se passe très bien, ils enchaînent 3-4 victoires consécutives et puis après ils se retrouvent dans une série incroyable de 5-6 matchs sans gagner. Et puis là, on le voit maintenant, dans cette dernière série, sur les 7 derniers matchs, ils ont une victoire seulement et 3 partages. Il fait 6 points, c'est-à-dire on prend 29% des points sur les 7 derniers matchs, sans compter les matchs d'Europa League qui n'ont pas gagné. Donc en fait, on ne sait pas. Il y a 2 saisons, c'était le jeu dominant placé, c'était les centres, c'était Michael Antonio de la tête. Puis après, maintenant, cette saison, c'est très, très mauvais dans ces domaines-là, mais ils sont très, très bons avec Jarrod Bowen et Antonio, justement, sur les reconversions rapides, avec Paqueta. Et puis ça rentre pas, puis ils gagnent 0-2, puis ils perdent 4-0. Enfin, on ne sait pas depuis plusieurs saisons. Moi, je ne sais pas ce qu'il fait comme travail et je ne sais pas quelle est la constante, mais il faut quand même se dire que c'est quand même une équipe avec un noyau et avec un potentiel important et il n'y a pas de progression. Ouais, la constante, c'est pas les résultats en tout cas. Non. Ça, c'est sûr. Ouais. Les Hammers ont pris 5-2 à Crystal Palace le week-end dernier. Donc, on parle de blocs, de mauvaises séries et puis de bonnes séries. Là, c'est peut-être quand même le moment de réagir face à Liverpool. Mais il faudra notamment éviter, Christian, des erreurs défensives qui coûtent cher maintenant depuis quelques matchs. Ah, oui, c'est le cas. Et en plus, c'est
quelque chose de très spécial parce que comme ils jouent la reconversion rapide, ils ont généralement un bloc qui est bas, donc ils devraient être bien en place. Or, cette équipe, c'est la plus mauvaise dans les buts encaissés dans le passage par l'axe de plein jeu. Ils ont encaissé 24 buts, c'est pratiquement l'équivalent de Luton qui est 23 et aussi Chelsea qui est aussi à 23. Donc ces équipes en fait n'ont pas de constante dans le choix de jeu en possession de balle, mais surtout défensivement, voilà, il y a une passe qui est donnée ici, il y a tout l'échelon médian qui est dépassé, et là on peut en fait venir provoquer. Les gens sont à l'arrêt, on peut donner une petite passe comme ça et jouer à plat du pied, marquer des buts. Donc il y a quelque chose qui, dans l'équilibre, n'est pas bon. Et cette équipe est à sa place, mais comme dit Jean-François, on peut malgré tout être encore à la porte des places pour l'Europe en étant aussi mauvais dans des catégories comme celle-là. Le noyau de West Ham est bien plus costaud que ce qu'on voit en termes de jeu pour l'instant sur le terrain. Enfin, moi, ce noyau est, je ne vais pas dire extraordinaire, mais c'est vraiment une belle équipe avec des très très bons joueurs. Alors peut-être que l'absence de Bowen dans le dernier match a peut-être coûté un petit peu justement dans cette impulsion offensive, etc. Mais oui, au niveau défensif, Aguerd je regarde qui est toujours absent. Koufal, Zouma, Ogboma, Emerson, Sosek, Alvarez, Ward-Prowse. Vous avez vu comment Ward-Prowse défend. Vous pouvez être n'importe quel joueur de foot aujourd'hui, si vous n'avez pas d'influx, peut-être que l'Europe 3 jours avant est une excuse. Peut-être. Mais vous jouez sans influx, mais vous n'avez plus d'équipe. Vous récupérez plus un ballon. On le verra aussi, c'est peut-être la transition avec Liverpool. Sans influx, vous n'avez plus d'équipe. Alors, au niveau offensif, on l'a dit, Jared Owen n'a pas joué le week-end dernier. Il est incertain pour ce week-end, donc il faudra quand même miser sur un certain Michael Antonio qui a été longtemps absent durant cette saison, qui est revenu et là qui commence de nouveau à trouver ses marques, hein, parce que ça reste un élément quand même important dans la ligne offensive de David Moyes. Il était un pion très important il y a 2 saisons, et avec la qualification et en plus avec la victoire en Coupe d'Europe. Mais depuis cette saison, c'est vrai qu'il a raté beaucoup de matchs. Il revient un tout petit peu. Donc c'est un peu en fait un petit peu la lueur dans la grisaille pour le moment. Le problème, c'est que sur les 3 derniers buts qu'il a marqués dans cette dernière période, ils n'ont pas gagné un match. Donc c'est quand même en fait le reflet. Alors on doit avoir des joueurs comme Mateta, Crystal Palace, qui marquent des buts comme ça et qui font gagner des points. Mais ici, lui, il est le buteur normalement attitré depuis plusieurs saisons. Il marque des buts, il est en forme, mais West Ham ne gagne pas, donc c'est marqué pour rien en fait. Oui, après, quand on prend 5 buts, c'est un peu compliqué de gagner. La défense ne fait pas le travail, il peut marquer autant de buts qu'il veut. Après, moi, je dis toujours, la défense, c'est un collectif, c'est une organisation, c'est une mise en place. C'est des erreurs qui sont certainement successives et on ne peut pas toujours dire ce sont les 2 défenseurs. Enfin, dans les images qu'on a vues, même les défenseurs, à un moment donné, de la façon dont cette équipe défend, ça devient 2 piquets, parce que l'équipe adverse est en mouvement, vous ne savez plus défendre. Ça doit, voilà, il y a un souci défensif dans l'équipe. Après, ils sont passés par une très bonne saison. En Europe, ils ont remporté le titre. Et puis l'année suivante, il fallait un peu confirmer. C'est plus compliqué. Pas oublier que cette équipe a perdu peut-être son poumon avec le départ de Declan Rice. Et que malgré tout, on va dire, avec le départ de Rice et l'arrivée de Ward-Prowse était soi-disant aussi pour... C'est pas le même type de joueur. Non. Bon, après, ils sont là où ils doivent être. C'est pas... je suis plus intéressé sur le fait qu'on va voir ce week-end et pour relancer sur Liverpool. On verra ce week-end justement si Liverpool ou pas. On peut encore compter dessus dans les dernières journées. Je pense que ça se joue face à West Ham. Effectivement. Alors, il y avait débat dès le début de l'émission. Est-ce que Liverpool a perdu toute chance d'aller chercher le titre ou pas? Les avis divergent. Mais en tout cas, Christian, il y a un fait important. Si on regarde, on sait que pour gagner un titre, il faut une bonne défense. C'est ce que disait Ferguson. Une attaque vous fait gagner des matchs, mais une défense vous fait gagner un titre. À ce niveau-là, du côté de Liverpool, il y a quand même des problèmes parce que, en termes de clean sheets, donc en match sans encaisser de but, il y a un gros problème depuis le début de l'année du côté de Liverpool. Là. Oui, généralement, on a souvent souligné le fait qu'ils encaissent souvent les premiers. Je crois que Bruno disait 22 fois, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Mais ça veut dire en fait que pour gagner, on commence le match avec un déficit de 2 buts. Donc, il faut marquer 2 buts pour pouvoir minimum gagner un match. Donc, c'est quand même un handicap important avant de commencer chaque match. Alors, on le voit ici depuis 2024 sur l'infographie. Ils ont réussi 2 clean sheets, c'est 2 fois
en déplacement. Et c'est contre deux équipes. Une joue pour la relégation et l'autre est une équipe plutôt moyenne du championnat. Donc, ce n'est absolument pas le genre de choses qu'il faut faire pour pouvoir se rassurer défensivement. Et pourtant, ils sont quand même encore une des meilleures défenses du championnat. Mais c'est toujours au détriment de devoir marquer beaucoup de buts pour pouvoir s'en sortir. On est dans la zone mentale du foot, c'est-à-dire de savoir si, je ne pense pas que l'équipe perde en qualité, bien que on voit quand même cette saison-ci que ce qu'on a tellement vanté par le passé, c'est-à-dire les latéraux, que ce soit Robertson ou Trent Alexander-Arnold, eux deux, ça, ils sont peut-être moins Robertson, mais Alexander-Arnold, il est à la masse. J'ai même envie de dire que quand on revoit le but, et Bruno a déjà insisté sur le but marqué ici dans le derby face à Everton, son attitude défensive pose énormément de questions. Je dirais même qu'en tant que sélectionneur de l'équipe anglaise, je me poserais des questions sur le fait de le sélectionner. Ça, c'est fini pour lui, ça. Et assez étonnamment, les deux latéraux ont été remplacés en toute fin de match par Jürgen Klopp. Il les a fait sortir tous les deux en même temps. Ouais, et c'est là qu'il y a un problème, c'est que comme il a les blessures de Bradley, Jota, en fait, il accumule des blessures qui font aussi que sur la longueur, il est obligé de composer avec les mêmes, même quand ça se passe pas bien. Il sait pas mettre vraiment de la compétitivité dans son groupe. On sent bien que voilà. Et puis il y a un dernier truc, c'est là que je parlais de l'aspect mental. Fondamentalement, quand ça va bien, quand tout le monde va bien, quand les résultats sont là, tout le monde dit génial, c'est la fin pour Klopp. Mais vous savez, ils veulent des titres, ils veulent. Quand ça se passe pas bien, est-ce que les joueurs écoutent vraiment ce que Klopp dit? Avec dans l'inconscient, c'est une arme à double tranchant. On est bien d'accord. Moi, je pense que après, c'est facile de revenir après coup. Quand fin janvier, il annonce son départ, il donne un coup de marteau à tout son effectif. Ça, c'est une certitude. Il paraît même qu'il l'aurait déjà annoncé au mois de novembre à ses joueurs. À partir de là, vous avez des joueurs qui ont signé pour lui. Salah, parce qu'il a fait ce qu'il fallait aussi, mais c'est fin de contrat 2025. Les gros ténors, c'est fin de contrat 2025. Je ne sais pas comment ils vont gérer l'après. Déjà, ça va être difficile maintenant. Je pense que c'est pour ça, quand on regarde jouer Liverpool, on ne voit plus un pressing collectif, on ne voit plus une équipe qui défend collectivement. Il y a quelque chose qui s'est dissocié dans ce groupe. C'est pour ça que moi, je n'en fais plus un champion. Pas parce qu'ils sont battus à gauche ou à droite, parce que le groupe n'existe plus tel qu'on l'a connu. Après, dans le match à Everton, ils ont des occasions, ils touchent le poteau, ils auraient pu revenir aussi. Alors sur le talent individuel, ils vont toujours avoir des occasions. Ouais. Mais sur l'effectif même, il n'y a plus ce groupe-là. Mais c'est ce problème défensif dont on parle. Enfin, souviens-toi, quand on va en Angleterre et qu'on rencontre ce supporter de Liverpool, c'est lui-même. Le premier aveu, c'est de nous dire cette équipe prend un but à chaque match, c'est terrible. Justement, on peut peut-être enchaîner avec Christian, qui va nous montrer que, justement, défendre sur les flancs et empêcher l'adversaire de centrer devient vraiment problématique à Liverpool. Ça confirme ce que Jean-François expliquait avec les deux latéraux, c'est qu'en fait maintenant on a compris en fait que ça pouvait être une faiblesse défensive et donc depuis le mois d'avril ils ont encaissé en fait depuis le 31 mars ils ont encaissé 8 buts. Il y en a 4 qui ont été encaissés sur centre et on compte pas le ballon aérien de la tête hier sur le corner, mais il y a trop d'envie et trop de facilité pour l'adversaire de passer par les flancs et d'ajuster quelque chose. Et donc, quand l'aspect défensif central de Liverpool ne gagne pas les duels, eh bien, on se retrouve dans des difficultés. Là, on est dans une zone optimale. C'est un ballon qui vient avec quelqu'un qui vient en fait de l'axe se déporter pour pouvoir donner un centre en zone optimale. Il n'y a personne qui suit la deuxième à T+2 pour pouvoir empêcher en fait de reprendre ce ballon au cordeau. Et c'est quelque chose qui est récurrent parce que 50% des buts encaissés comme ça, rien qu'au mois d'avril, c'est que l'adversaire, il sait. Donc, en fait, il faudrait corriger. Je ne les élimine pas encore tout à fait, contrairement à ce que Bruno dit, parce que je me dis, il peut y avoir une réaction, mais c'est maintenant. Parce que là, c'est 0/6 plus l'élimination en Coupe d'Europe. C'est 3 sur 9. Ils ont perdu face à Palace, ils ont été gagnés à Fulham. Et puis je mets sur les deux derniers matchs, ces deux défaites un peu surprenantes, parce que contre Palace à domicile, c'est complètement inattendu. Et ici, dans le derby, ils ont... Enfin, la question qu'on peut se poser quand on revoit les buts, les images, c'est est-ce que, oui, en effet, je rejoins Bruno, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il voulait donner 3 points à l'autre club de la ville, j'en sais rien. Ça m'étonnerait. Non, mais je sais bien, mais quand on voit l'attitude d'un défenseur international anglais qui défend sans sauter, en restant derrière son attaquant, qui pour le coup est le meilleur
Ouais, le plus susceptible d'aller chercher un but là. Il y a un truc qui est complètement incohérent à un moment donné. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Parce que dans la tête des joueurs, la psychologie d'un joueur, c'est tellement compliqué à comprendre. Est-ce que quelque part, Alexander Arnold est frustré parce qu'il a vu l'éclosion de Bradley, que quelquefois Bradley a eu la préférence? On ne sait pas avec des joueurs de foot. C'est ça le terrible. Là, on est dans la spéculation. On est complètement dans la spéculation. C'est pour ça que je ne veux pas y être totalement. Mais je dis, voilà, observons ce qui va se passer ce week-end. Et puis après, bah oui, en effet, on verra si lundi on parle d'une course à 2 ou à 3, quoi. Intervention de Christian. Oui, par rapport au corner et avec Trent Alexander-Arnold, ce que Jean-François expliquait, moi j'ai essayé de revoir les images avec la caméra derrière le but. Et lorsqu'on voit la position, je pense qu'il doit y avoir une confusion. Et j'invite les téléspectateurs à re-regarder cette image. En fait, ils sont en zone et donc il doit défendre la zone qui est devant lui. Et il est surpris par quelqu'un qui vient dans son dos. Et donc, il doute entre prendre le marquage ou prendre la zone qui est devant lui comme il devrait le faire. Et c'est pour ça, en fait, que cette attitude paraît comme quelqu'un, en fait, qui n'est pas concentré, qui n'est pas là. Mais je pense qu'il y a une grosse confusion et il faudrait regarder cette image en détail parce qu'elle est vraiment intéressante. Christian, vous pouvez peut-être enchaîner avec l'aspect offensif de Liverpool. Vous avez apparemment pointé le fait que c'est une équipe qui marque quand même beaucoup de buts sur des tirs hors rectangle, ce qui reste toujours une solution face à une équipe qui défend en bloc et souvent dans ses 16 mètres. C'est le même cas qu'on avait évoqué avec Manchester City, c'est-à-dire que quand on est dans la construction et qu'on a des difficultés, il faut avoir des joueurs qui viennent de deuxième ligne et qui peuvent ajuster et donner des tirs de loin. Eh bien, Liverpool est très fort dans ce domaine-là puisqu'ils ont marqué 11 buts de cette manière et avec une particularité, c'est qu'ils ont marqué 4 fois sur des tirs enroulés, même des ballons qui viennent de l'axe. Là, on le voit maintenant avec Endo. Et ici, c'est pareil. Dès que le bloc et qu'on ne sait pas donner ce centre, on a cette possibilité de donner le ballon en retrait et de pouvoir ajuster un tir enroulé. Et on sait aujourd'hui qu'avec la technique, avec la pratique, avec la possibilité, on voit en fait que le gardien, il est très très loin pour pouvoir intervenir malgré qu'il soit bien positionné parce que ce ballon, cet effet et cette technicité permet de trouver un angle important qui met le gardien hors de portée de la trajectoire. Pour conclure, il reste 12 points à prendre pour ces deux équipes. Je parle d'Arsenal et de Liverpool. Ils en ont 5 de retard. 5 de retard, il en reste 12 à prendre. Ils en ont 3 de retard, plus la différence de but, ça fait 4, on va dire. 5 sur qui? Sur Arsenal. Sur Arsenal. 5 de retard? Non, ils en ont 3 de retard, mais il y a une différence de but. Même s'ils reviennent à la hauteur d'Arsenal. Ça fait quasiment 4 points. Comment vous voulez... On en reparlera. Effectivement. Rendez-vous dans l'Europe des 11 lundi. Pour conclure, on a beaucoup parlé cette semaine de l'éventuel remplaçant de Jürgen Klopp. La presse anglaise insiste sur le fait que Liverpool soit en train de négocier avec Arne Slot, l'actuel entraîneur de Feyenoord. C'est pour ça aussi que Jürgen Klopp a sans doute annoncé son départ assez tôt dans la saison pour laisser le temps à Liverpool d'aller chercher un remplaçant et pas au mois de mai où en général toutes les cases sont déjà remplies. Est-ce que c'est son problème ça ? À Klopp. Est-ce que c'est le problème de Klopp, ça, sa succession? Vu sa relation avec le club pendant presque 10 ans, il est pas viré, il part. Non, mais je veux dire, un coach peut être viré sur 3 mauvaises prestations. On ne peut pas garder tout ça silencieux? Si, non. Il a encore un an de contrat. Je ne sais pas, je vous donne les infos. Mais ça méritera, on fera une analyse après coup, ce sera plus facile, évidemment. Bien sûr. Mais moi, on pourra demander à Christian de voir si Feyenoord, parce que justement, si c'est Arne Slot, parce qu'apparemment, il aurait la même approche footballistique que Jürgen Klopp dans un championnat qui n'est pas le même, évidemment. Ça, on en reparlera dans 6 mois. Ça. Du côté de Feyenoord. On aura le temps d'en reparler, puisqu'on va surtout maintenant profiter de ce match important entre deux équipes qui viennent d'une défaite, West Ham et Liverpool. C'est donc samedi à 13h30. On enchaîne avec le derby du nord de Londres. C'est dimanche et franchement, ça, c'est un match très attendu ce week-end. London braces for the definitive derby. Arsenal hopes of a first title in 20. Spurs, they're desperate to put a dent in Arsenal's title aspirations. Them or us. Le grand derby du nord de Londres, Tottenham actuellement 5e, 60 points, 6 points de retard sur Aston Villa qui est 4e, mais 2 matchs de moins. Et puis Arsenal qui est leader avec 77 points. Attention quand même, on sait maintenant que normalement,
il n'y aura que 4 places disponibles pour les clubs anglais en Ligue des Champions, puisque l'Italie et l'Allemagne ont pris de l'avantage pour cette nouvelle formule de la saison prochaine de Ligue des Champions. C'est les grands perdants en fait, de cette semaine européenne. Exactement, avec 3 clubs. C'est une grosse info. C'est une grosse info parce qu'on pensait que la 5e place allait être décisive et qualificative pour la Ligue des Champions. Ce ne sera normalement pas le cas, sauf si les clubs allemands perdent tous leurs matchs alors qu'ils sont quand même encore 3 en course en Ligue des Champions et en Europa League. Donc voilà, c'est un match quand même capital pour cette équipe de Tottenham. Mais on va peut-être revoir les buts encaissés lors du dernier match et ça c'est important aussi. Dernier match, c'était face à Newcastle à domicile le 13 avril dernier. Ils vont jouer le 28, donc il y aura 15 jours entre les 2 matchs de Tottenham qui n'ont pas joué en Cup et qui n'ont pas joué cette semaine dans les matchs de retard. Grand souvenir pour les Spurs de Tottenham, ce stade. Il se ramasse là, met des raclés à l'appel. Là, la charnière devant la défense était Bentancur-Bissouma. Il change quand même assez régulièrement. Hein. Bon, Eusberg, on n'en parle plus. Il a du temps de jeu qui arrive comme ça, plutôt en fin de match. Mais... Je ne sais pas ce qu'il faut penser avec les Spurs. Ce qu'il faut penser dans le registre, on ne sait pas toujours pourquoi, comment. Là, c'est 4-0, et puis on voit Newcastle qui va perdre à Palace. Enfin, je veux dire, moi j'ai un peu du mal à comprendre aussi le comportement par rapport à un week-end, par rapport à un autre. Enfin, c'est une compétition un peu étonnante. Bah oui, mais c'est pour ça aussi qu'on perd des matchs et qu'on peut toujours être en lice pour une Coupe d'Europe. Hein. C'est parce que c'est un championnat compliqué. Et c'est pour ça que je dis que la fin de saison, alors bien sûr que ça commence à se dessiner, à se préciser, mais c'est tellement étonnant. Enfin, je veux dire, moi, il y a X semaines, je ne m'attendais pas du tout à ce que Liverpool perde à domicile et Arsenal perde à domicile. Liverpool non plus, tu t'y attendais pas. Non, mais Arsenal non plus, s'y attendait pas. Face à Aston Villa ? Face à Aston Villa. Bon, certainement pas après 45 minutes de jeu. Voilà. Face à Aston Villa. Il y a une certitude, c'est que si City prend 100% de la mise, ils sont champions. Hein. Ça, c'est la seule certitude. Bon, mathématiquement, si City gagne tous ses matchs, City sera champion. Voilà, au moins il y a des certitudes, c'est bien. Il faut parfois en avoir. Bon, on a vu qu'ils ont pris 4 buts face à Newcastle à domicile. Les Spurs, c'est leur pire défaite de la saison. Ils avaient déjà pris un 4 mais dans des circonstances mais là, ils ont eu 15 jours pour travailler l'alignement défensif au milieu du terrain. Donc, oui, mais justement, on va peut-être... Alors, là, vous vous moquez. C'est pas bien, mais on va parler de faits, à l'épreuve des faits avec évidemment Christian. On voit quand même que l'aspect défensif de Tottenham avec cet entraîneur qui est arrivé cette saison, Ange Postecoglou, l'aspect défensif n'est peut-être pas la priorité absolue du manager australien. Il a apporté tellement de belles choses avec son arrivée, c'était une belle surprise et il a quand même montré offensivement qu'il y avait des choses. Mais il a relancé une mode défensive depuis ce fameux match contre Chelsea où on a vu je vais utiliser le mot, des imbécilités qu'on n'avait plus vues depuis 30 ans. Et ça va lui coûter en fait cette fameuse 4e place parce que, voilà, regardez, pour pouvoir être performant et pouvoir atteindre la Ligue des Champions en Première Ligue, il faut marquer des buts, évidemment, ça tout le monde le fait, mais il faut surtout être bon défensivement. Et de se dire qu'on peut faire n'importe quoi et on va marquer toujours un but en plus, il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et donc on se retrouve en fait avec 49 buts encaissés, c'est quand même 17 de plus que City, c'est quand même 15 de plus que Liverpool. Et donc, ces 15 buts à ce haut niveau, ça fait la différence qui fait que ça va être trop court pour pouvoir y arriver. Donc, là où il faut vraiment progresser, c'est de se dire, OK, c'est très bien d'être offensivement, de donner du spectacle, de marquer des buts, mais pour pouvoir atteindre en termes de compétition, il faut être performant défensivement, et là, ils ne le sont pas. Et c'est pas en alignant une défense quasiment dans la moitié de terrain adverse qu'ils vont arriver. On a vu encore Isaac la partir avec 10 mètres d'avance sur toute la défense. Si vous êtes dominant dans un match, ok, je peux comprendre, on va récupérer le ballon très haut, etc. Mais il y a des moments de match où à un moment donné, il faut savoir faire les deux. Il faut savoir dominer, il faut savoir aussi être dominé et pouvoir gérer défensivement. Oui, mais de façon très très courte et raccourcie. Si vous jouez avec votre bloc haut, que vous avez la maîtrise du match, etc., il est logique que vos défenseurs aillent défendre très haut, voire même dans la partie adverse, parce que justement, il ne faut pas laisser la transition s'opérer. À l'inverse, si vous êtes dans des séquences de match où vous êtes censé défendre un peu plus bas parce que vous êtes en infériorité numérique, parce que à ce moment-là, oui, il ne faut plus défendre à la ligne médiane. Voilà. Bon, Christian, je dois quand même vous reprendre parce que la 4e place, c'est toujours possible. Jean-François vous dirait que mathématiquement, c'est possible. Ils ont 6 points de retard sur la 4e place et 2 matchs de moins. Mais si on regarde le calendrier de Tottenham, c'est certainement pas le plus facile des équipes qui sont en lutte pour cette Ligue des Champions.
Non seulement ils doivent essayer de continuer à prendre des points pour essayer de se rapprocher de cette 4e place, comme vous le dites, parce que mathématiquement c'est possible, mais en plus ils vont jouer un peu un rôle d'arbitre, parce que regardez en blanc, il leur reste quand même ce déplacement, enfin ce match contre Arsenal. Il faut aller à Liverpool et il faut recevoir Manchester City. Donc il y a beaucoup de facteurs. Il faut que ça se passe vraiment bien. Et je crois que si contre ces équipes-là, ils jouent avec une équipe au-delà de leur rond central, ça va être compliqué pour pouvoir ne pas encaisser. Donc il va falloir le faire contre Burnley, Chelsea et Sheffield. Mais voilà, c'est entre leurs mains, en fait, entre les mains de l'entraîneur. Et pour rester sur cette équipe de Tottenham, on le dit que défensivement, c'est compliqué. Par contre, offensivement, on voit des belles choses. Et c'est une équipe qui est assez efficace sur les passages par les flancs, sur les centres. Franchement, on a vu des choses intéressantes cette saison. On a vu de très belles choses offensivement et d'ailleurs, ils ont été longtemps en tête au début de saison parce qu'ils produisaient un jeu chatoyant avec un jeu dominant placé en étant très haut et en ayant des joueurs aussi qui se sont relayés tout au long de la saison pour pouvoir continuer à être efficaces, comme Richarlison qui est de nouveau blessé, mais Timo Werner et tout ça qui a apporté aussi sa pierre à l'édifice. Et voilà, ils ont cette envie de passer par les flancs. Alors c'est pour ça aussi que défensivement, dans l'axe, ils ont un peu plus de difficultés lorsqu'ils doivent défendre contre le jeu rapide, parce qu'ils produisent avec Porro, avec Kulusevski, avec d'autres joueurs par ce passage par les flancs. Mais là, ils nous ont montré de très belles choses et de très belles combinaisons. Et c'est la bonne surprise offensive de la saison, mais ça ne vaut rien quand il n'y a pas d'équilibre défensif. Il faut quand même revenir sur le départ d'Harry Kane, qui a quand même tenu à bout de bras cette équipe pendant des saisons et des saisons. On s'inquiétait pour Tottenham avec le départ de Kane vers le Bayern Munich. Finalement, voilà, offensivement, on peut dire qu'il a été vite, je vais dire, oublié, mais il a quand même été remplacé avec plusieurs joueurs. Il y a des joueurs efficaces, Son est toujours là. Il y a le jeune Johnson qui est arrivé, franchement, qui fait des bonnes choses. Oui, mais Kane est parti parce qu'il n'y avait pas de titre. Non, mais il n'a toujours pas de titre, d'ailleurs. Il n'y a toujours pas de titre. Donc voilà. Donc il a bien fait de partir. Vous me direz avec le Bayern, on verra. Mais il n'y a toujours pas de titre non plus. Il n'a toujours pas de titre. Mais il est parti pour ça et il n'y a toujours pas de titre. Et je peux vous dire qu'on a dépensé des centaines et des centaines de millions aussi. Lévy, il a dépensé beaucoup d'argent. Donc c'est pas une équipe qui... Bon, il y a un nouveau stade aussi. Oui. Okay. Un écrin magnifique. Quand je pense à ça coûte aussi de l'argent. Ouais, quand je pense à Tottenham, je me dis, on ne sait jamais. C'est une équipe à courant alternatif, c'est-à-dire une fois oui, comme beaucoup d'équipes. On a parlé de Manchester United, on a parlé de West Ham, c'est pareil. Je finis par me demander, et je vous assure que c'est vrai, c'est une réflexion que je me fais depuis un certain temps. Je finis par me demander si la Première Ligue, pour ce que ça représente, si les clubs quelque part ne se sont pas mis d'accord sur l'idée je vais poser mes mots, mais sur l'idée du respect du spectacle. De l'attractivité de la Première Ligue. En tout cas, les années de droit. Au détriment, peut-être, parfois, justement, d'une compétition un peu austère dans laquelle... C'est le mot d'ordre. C'est quand même le championnat qui rapporte le plus d'argent en termes de droits télé, donc il faut offrir du spectacle. C'est le mot d'ordre depuis des années à la Première Ligue, d'avant tout le spectacle et le divertissement. Ça expliquerait certaines de nos conclusions, parfois. Dans le choix de certains coachs aussi, certainement aussi. Des comportements défensifs, des choses comme ça, sur lesquelles peut-être pour aller chercher un peu plus de résultats, mais est-ce que c'est fondamentalement ça qui... Oui, alors oui, ça compte, mais je veux dire, ce qui prédomine, on a le sentiment, c'est le côté spectaculaire de la Première Ligue, quitte à se dire à un moment donné, tant pis. Après, un manager qui prépare un match, qui prépare son équipe, il veut d'abord prendre les 3 points, il veut mettre en place quelque chose. Oui, mais un football catenaccio, ça ne vend pas 2-3 milliards par an. Ça, c'est clair. Mais par contre... C'est ça que je voulais dire, il le dit beaucoup mieux que moi, c'est ça le truc. Je suis un poète. Par contre, ils sont sur un podium. Oui. Les Spurs. C'est la 2e équipe londonienne aujourd'hui. C'est vrai. Ça console un peu. Ce qui n'était pas le cas la saison dernière où ils étaient, je ne sais plus, 3e ou 4e. Parce que je vois que Christian voulait dire un mot là-dessus. Oui. Pour ce week-end, petit couac encore, ils vont devoir se priver de Udogie, qui est plutôt efficace sur le flanc gauche. Donc voilà, dans une équipe où c'est parfois défensivement qu'ils peuvent pêcher, on verra. Intervention de Christian qui veut prendre la parole pour parler de cette équipe de Tottenham. Oui, par rapport à l'ensemble de la Première Ligue et réagir par rapport à ce que Jean-François mettait en exergue, c'est qu'on voit des choses quand même cette saison qu'on n'a pas vues les saisons précédentes. Emery n'a jamais fait ça jusque quand il y a eu 20 matchs de passé cette saison et la saison passée, on ne l'a jamais vu défendre avec un bloc équipe à hauteur du rond central. On n'a jamais vu Tottenham faire ce que Postecoglou fait.
On n'a jamais vu Eddie Howe, qui était la meilleure défense du championnat avec Newcastle l'année passée, faire avoir un aspect défensif avec des reconversions rapides défensives qui étaient. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe parce que c'était des choses qu'on ne voyait pas il y a 6 mois. Mais je vous rassure quand même, je fais quand même tous les championnats et je peux vous dire qu'en Espagne, ce genre d'imbécilité, on les voit aussi dans beaucoup d'équipes. Donc, est-ce que c'est une mode? Est-ce que ça fait partie de cette mode après la mauvaise sortie de balle? Maintenant, il faut trouver quelque chose de neuf, sinon on est dans le pendule de l'ennui. Et donc, les gens doivent trouver des nouvelles choses ou les entraîneurs veulent montrer des choses différentes. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent maintenant qui ne se passaient pas il y a 6 mois ou la saison passée. Je pense que c'est un effet de mode. Je pense que c'est la bonne remarque. Il y a une dynamique de groupe aussi. Si celui-là le fait, je vais le faire aussi. Effet de mode et ne pas oublier que le foot est un spectacle. Oui. Et qu'à côté de ça, d'autres sports sont en train de... C'est même un des plus grands spectacles au monde. Ben voilà, donc, et donc du coup, pour garder cette attractivité-là, il faut que le foot soit attractif. Oui, et pour être attractif, il faut qu'il y ait des buts, il faut qu'il y ait des surprises, il faut qu'il y ait des trucs qui se passent. Enfin, voilà. Justement, avec Arsenal, il y a du spectacle, il y a des buts, il y a des surprises. Il y a surprises, surtout des joueurs. Bon, on a déjà parlé du modèle de jeu ou des modèles de jeu d'Arsenal pendant toute la saison. Là, on va peut-être revenir sur l'impact de 2 joueurs qui font la différence. Alors Arsenal, en début de saison, on se disait oui, d'accord, ça peut faire quelque chose, mais il n'y a pas de véritable buteur, il n'y a pas de véritable neuf qui va mettre 20 ou 25 buts comme un Haaland. Finalement, on voit qu'il y a plusieurs joueurs qui peuvent remplir ce rôle et qui permettent quand même à Arsenal d'avoir la meilleure attaque de Ça reste un manque. Ça reste un manque, mais qui est quand même comblé collectivement. Oui. Et puis vous avez Saka à 14 et Havertz à 11. On va peut-être commencer par, évidemment, un joueur qui nous intéresse, c'est notre compatriote Leandro Trossard, qui a marqué quand même quelques buts décisifs ces dernières semaines. Ici, bon, c'est un 0-3 du côté de Brighton, mais... La défense encore... oui, mais ça illustre ce qu'on a dit il y a quelques instants, hein, avec un bloc défensif qui est quasiment dans le rectangle adverse. Il marque des buts importants. Il marque des buts importants. Joueur-là. Ici, à Wolverhampton, samedi dernier, après 2 défaites au Bayern et face à... Il y a des moments, regardez les minutes des buts, ça délivre. Il marque son premier but, même si on peut reprocher au gardien. Mais c'est un début de match, ça aurait pu être compliqué, mais ça l'est plus. Voilà, 1-0, c'est plus compliqué du tout. Et ici, 1-0, après 4 minutes, face à Chelsea, ça débloque complètement la rencontre. Christian. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à Trossard. Vous voyez, il a l'air pas, quand il joue et quand il marque un but, il n'est pas très, très heureux, mais on sent qu'il y a une forme de maturité dans l'efficacité de son jeu et qu'en fait, depuis qu'il est à Arsenal, alors même quand il était bon, il le mettait sur le banc parfois, il n'était pas titulaire et donc ça l'embêtait. Mais on voit maintenant qu'il est là vraiment pour remplir son rôle, en fait. Il fait son travail, en fait. Et donc, il est très efficace. Il est moins heureux, je trouve, qu'avant. Mais c'est un pion très important. C'est pas sur sourire non plus trop ça. Non. Mais non, c'est pas pour ça qu'il est arrivé à Arsenal non plus. Martinelli, c'est quand même 6 matchs avec sur le banc. Hein. Là, il va plus l'enlever parce que Trossard. On verra parce que il marque des buts et dire que Arsenal voulait Modric en janvier 2023 et comme Chelsea est venu piquer Modric, ils ont pris Trossard à 25 millions alors que Modric en valait 100. Ouais, voilà. Parfois, vous prenez une bonne décision sans le savoir. Voilà. Et on peut l'applaudir des 2 mains pour s'être imposé. Je voulais juste faire une toute petite réflexion pour clôturer tout ce qu'on a dit sur l'aspect défensif, etc. Observer ça et se rendre compte qu'en même temps, sur la scène européenne, c'est pas passé cette année. Il y a peut-être un rapprochement à faire sur les deux. Parce qu'en Europe, si vous êtes défensivement moins costaud, ça passe plus. Je ferme la parenthèse. Oui, et puis c'était la première saison Ligue des Champions depuis quand même longtemps pour les Gunners. Quart de finale. Voilà, c'est quand même un beau parcours. Maintenant, il faudra voir si c'est confirmé pour les prochaines saisons. Mais en attendant, l'objectif, c'est quand même d'aller éventuellement chercher un premier titre depuis 20 ans pour les Gunners. C'est là, Christian voulait parler évidemment d'un joueur sur qui pas mal d'observateurs en Angleterre ont fait des gros yeux en début de saison en disant voilà, Kai Havertz du côté d'Arsenal, mais que peut-il apporter dans cette équipe? Et franchement, si on regarde ses statistiques et ses prestations, Christian, on commence à comprendre le souhait de Mikel Arteta de vouloir l'avoir dans son équipe. Quand il joue devant, on va demander à Christian. Oui, comme disait Bruno, François, attendez votre tour. Allez-y, Christian. Kai Havertz, c'est pas non plus sur sourire et on voit quand même dans son langage du corps qu'il n'est pas non plus très très heureux quand il marque, mais en fait il est là aussi et ils ont compris en fait que dans le schéma d'Arteta, on vous a choisi pour quelque chose, on vous laisse le temps de venir à maturité, de comprendre les principes de jeu. Il a souvent été soutenu malgré des mauvaises performances en début de saison, mais là, il commence à performer et quand il commence à performer, il marque et aussi, il délivre aussi beaucoup d'assists.
Et donc, c'est ça en fait qu'on attend d'un joueur comme ça. Et donc, on a plusieurs alternatives. On a une alternative à Gabriel Jesus. On a d'autres choses où il peut jouer un peu plus bas aussi, comme il l'a fait cette saison derrière les attaquants. Mais voilà, et maintenant, il a cette percussion. C'est jamais quelqu'un qui a marqué beaucoup de buts, même quand il était au Bayer Leverkusen. D'ailleurs, on s'est souvent posé la question en disant comment ça se fait que Chelsea est allé chercher un joueur de ce calibre-là. Mais voilà, on voit quand même que dans le temps, ces joueurs progressent bien, assimilent les principes de jeu et deviennent performants pour l'équipe qui les a achetés, en fait. Vous savez d'où il vient, lui? On a dû lui offrir un penalty pour marquer son premier but cette saison. C'est vrai. Ça parle aussi d'un collectif, ça. Regardez aujourd'hui. En tout cas, je constate que Trossard, c'est sa 6e saison en Première Ligue, c'est 10 buts et un assist, c'est sa meilleure saison en termes de chiffres. Et même chose pour Havertz, qui en est à sa 5e saison en Première Ligue, c'est 11 buts et 5 assists. Donc, je ne pense pas que Trossard ait plus de 60% de temps de jeu, donc il faut le faire. Il faudrait vérifier, mais je pense qu'il ne doit pas être au-dessus. On est en dessous. Bon, ce sera en tout cas 2 atouts importants dans ce match capital, ce derby du nord de Londres, qui est plus qu'un match évidemment du championnat, c'est un véritable duel entre les deux géants du nord de la capitale anglaise. Il reste 2 déplacements aux Gunners, c'est à Tottenham et à Manchester United. Oui. C'est des affiches somptueuses. Ouais, et ça passe par déjà un bon résultat du côté de Tottenham Hotspur Stadium. La conclusion. Non, l'équipe est séduisante ces dernières semaines. Voilà, il y a eu ce couac contre Aston Villa qu'on n'a toujours pas bien identifié, toujours pas bien compris, dans lequel à un moment donné tout ce qui avait été pointé de positif, ce jour-là il n'y avait pas. Donc ça reste toujours une équipe où je me dis, pour les supporters d'Arsenal qui espèrent ce titre depuis 20 ans, je croise les doigts pour qu'on ne revoie pas les maladies ici ce week-end. Maintenant, il y a une chose peut-être qu'on peut parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est en effet, cette équipe, parce qu'on parlait du duo de défense centrale, cette équipe, quand tu regardes sur l'année 2024, c'est assez étonnant en termes de ratio, but marqué, but encaissé, c'est la meilleure équipe. Donc, oui, effectivement. Voilà. On parlait des clean sheets de Liverpool. Alors, sur toute la saison, c'est quand même 16 clean sheets pour Arsenal. C'est 6 de plus que n'importe quelle autre équipe. C'est peut-être ça qui fera le petit plus pour cette année-ci. C'est ce qu'on peut en tout cas leur souhaiter. Mais bon, il faut passer l'écueil d'un match comme celui-là parce qu'au-delà du match pur, c'est le derby, c'est l'animosité entre les deux équipes. Une atmosphère énorme et puis il y a de l'enjeu pour les deux clubs. C'est pas comme un derby de début de saison. Là, il y a la 4e place pour Tottenham. Il l'a souvent dit, Arsène Wenger, les derbys londoniens nous ont coûté le titre. Et puis on peut peut-être dire aux abonnés qu'on va devoir quand même attendre presque la dernier moment pour savoir ce qui va se passer dans cette compétition, puisqu'ils ont recalé là un match en Manchester City qui sera juste avant la dernière 5 jours avant la dernière journée. 5 jours avant la dernière journée. Donc il faudra peut-être attendre ce moment-là pour savoir où on ira faire la Première Ligue, c'est des buts, beaucoup de buts et beaucoup de suspense. Ce sera le cas en tout cas quasiment jusqu'à la dernière journée, au dernier match le dimanche 19 mai pour être précis. Les rendez-vous de ce week-end avec évidemment en affiche principale ce Tottenham-Arsenal, mais ça commencera samedi à 13h25. West Ham-Liverpool, on en a parlé. Est-ce que Liverpool est encore dans la course de titre ? Je pense qu'à West Ham, on aura la réponse. Je profite pour rappeler, quand il est marqué « Divertissez-vous », ça veut dire que c'est accessible à tous les abonnés de vous, y compris ceux qui n'ont pas... Voilà, exactement. Goals of the Day. Samedi à 15h45, Everton-Brentford dans la foulée. Everton qui est quand même à l'aise maintenant. On aura un petit coup d'œil sur la lutte pour le maintien en se disant parce que là aussi c'est maintenant ou jamais quoi. Aston Villa-Chelsea, match important pour le parcours européen, en tout cas pour une qualification européenne. Et on a dit du côté de Chelsea, si Chelsea est européen, Pochettino resterait probablement affaire à suivre. Tottenham-Arsenal, c'est donc dimanche, prise d'antenne à 14h50. Nottingham Forest-Manchester City dans la foulée, donc Arsenal a l'avantage de jouer chaque fois avant, évidemment, Manchester avec City. Discord, la présence. Avec Discord. Alors, on rappelle aussi Chelsea-Tottenham, ce sera jeudi d'après. C'est un des matchs de retard de Tottenham et de Chelsea, mais on rappelle que cette émission est enregistrée le jeudi, donc dans la foulée, pour ceux qui regardent en tout cas la première diff, il y a un match très important, Brighton-Manchester City, et on peut mettre le petit QR code. Ce sera sur Discord. On va vérifier auprès de Christian, qui est évidemment celui qui vous accompagne avec vision du jeu. Oui, comme c'était plus difficile de faire la présentation de ce match de ce soir, donc on a décidé d'accompagner les téléspectateurs ce soir, et donc on sera sur Discord. Moi, je serai avec Bruno en même temps et on sera tous les deux avec Discord et on va aider nos abonnés pour les modèles de jeu de Brighton, Manchester City ce soir. Et ce week-end, vous serez
sur le derby londonien, normalement, puisque c'est le match le plus important. Je préférais que donc on vous sera là. vous le disiez à tout le monde. Ce sera donc Tottenham-Arsenal à suivre avec Christian, vision du jeu sur Discord. Et qui sera aux commentaires? Vous? Non, pas moi. Pas moi non plus. Non, Ok. On est avec Philippe Errand alors. Je pense que c'est Philippe Fred. Errand et Et Frédéric Wassège. Voilà pour compléter l'équipe. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Que voici, que voilà. Il est déjà temps de se quitter. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Merci Bruno. Merci. Un grand merci évidemment également à Christian. On vous souhaite un excellent week-end de Première Ligue sur vous Sport World. Et à très bientôt. Bye bye. Nouveau gros week-end de Première Ligue en approche sur vous Sport World. Samedi dès 13h25, entamez votre journée par West Ham, Liverpool. Puis à partir de 15h45, suivez l'indémodable Goals of the Day avec Fulham qui reçoit Crystal Palace, Manchester United face à Burnley, mais aussi le déplacement de Sheffield United à Newcastle, sans oublier la réception de Luton Town à Wolverhampton. Ensuite, à 18h25, retrouvez le duel entre Everton et Brentford. Et à partir de 20h55, clôturez votre samedi par Aston Villa, Chelsea. Enfin, dimanche, dès 14h50, profitez du North London Derby entre Tottenham et Arsenal. Et à 17h25, suivez Manchester City en déplacement à Nottingham Forest. Sans oublier lundi, à partir de 18h, votre traditionnel Europe des 11. Bon week-end de Première Ligue sur vous Sport World.